Merci beaucoup Marine, et on l'a bien vu dans votre journal, toujours aucun signe de désescalade au Moyen-Orient, et c'est dans ce contexte que la perspective d'une opération terrestre américaine semble se préciser. Selon le Washington Post, le Pentagone se prépare à envoyer des soldats au sol pour une opération de plusieurs semaines. Dans quelles circonstances exactement tout ça se ferait? On va en parler notamment avec vous, Christian Proutot. Bonjour, vous êtes ancien officier de gendarmerie et préfet fondateur du GIGN, et vous avez notamment animé des sessions de formation pour les forces spéciales les plus élitistes des États-Unis. Vous nous en direz plus. On est également avec Gil Mihaeli. Bonjour à vous. Vous êtes historien et directeur de publication de la revue Conflit. Manélie Mirkan également avec nous. Bonjour. Vous êtes conseillère franco-iranienne en politique internationale et cofondatrice de l'association indépendante Dorna. Et on accueille également Djilali Ben Cheban. Bonjour Ben Chaban, analyse géopolitique et directeur du cabinet CO Stratégie et Conseil. On le disait, donc une opération sur le terrain qui semble se préciser alors que des frappes ont visé ce matin une base iranienne dans le détroit d'Ormuz. Est-ce une frappe qui annonce justement la précipitation des événements? On en parle dans un instant. Juste après ce rappel de ce dispositif qui pourrait intervenir, il est signé Pierre-Louis Bousse. Un mois après le début du conflit, la guerre pourrait entrer dans une toute nouvelle phase. Selon le Washington Post, citant des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations sur le terrain en Iran. Pas d'invasion à grande échelle, mais des raids en territoire iranien, menés par des membres des forces spéciales et d'autres soldats. Mais des interrogations demeurent. Par exemple, on ne sait pas si Donald Trump compte approuver tout ou partie des plans du Pentagone. Pendant ce temps, les frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution accusent les États-Unis et Israël d'avoir détruit 2 universités iraniennes dans des bombardements. La République islamique menace de répliquer. Si le gouvernement veut que ces universités dans la région ne subissent pas de représailles, il doit condamner le bombardement des universités dans un communiqué officiel avant lundi 30 mars à midi. Des bombardements aussi au Liban, où un 5e soldat israélien est mort. L'Irak a aussi été frappé, tout comme Israël, où un missile iranien s'est écrasé dans le centre du pays. De nombreux bâtiments ont été touchés, des dégâts importants également sur les bâtiments dans le cercle proche et des dégâts légers sur les bâtiments dans le cercle extérieur. Nous n'avons eu que des blessés légers lors de cet impact. Le Koweït est également visé cette nuit par des drones et des missiles hostiles. Des projectiles interceptés selon les autorités qui ont publié cette vidéo. Les Émirats arabes unis ont eux aussi affirmé avoir été visés par des attaques aériennes cette nuit. C'est donc une opération qui semble se préciser, Christian Proutot. On en parlait, on apprend que cette nuit, des frappes américaines et israéliennes ont touché un port iranien proche du détroit d'Ormuz. Est-ce que potentiellement ça nous annonce justement l'accélération des événements ? J'en suis pas persuadé. Je pense plutôt que c'est par rapport à la possibilité que pourraient avoir les Iraniens de pouvoir utiliser des ports de pêche pour envoyer des petits bateaux qui peuvent être très agressifs parce qu'ils portent des petits missiles. Il n'y a pas besoin d'un gros missile pour toucher un gros bateau. Et que ça peut être des bases qui n'étant pas identifiées. Mais s'agissant de votre question par rapport à une opération, s'ils font une opération, s'ils veulent pas que ça se termine comme avec Eagle Claw quand il y a eu la tentative de libération d'otages en 80, c'est pas ce qu'il va falloir faire. Et je pense que le JSOC, que je connais bien, puisque j'ai eu l'honneur... Le quoi, pardon ? Le JSOC, qui est le General Special Operation Command, qui est au Pentagone, qui conseille directement le président. On leur demande quelque chose, ils évaluent tout, même si c'est débile. Mais ils mettent en face le prix. Oui. Or, le prix pour mettre une opération dite spéciale, même avec 3000 hommes, ce qui est rien du tout. Il faut bien mesurer ce que ça représente. Je parle en termes d'action. Sauf si vous avez décidé de faire une tête de pont à un endroit. Oui. Les Iraniens, ils tiennent leur côte. Il ne faut pas croire. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on tenait le ciel et qu'on peut les pilonner que ça se fera pareil à portée de fusil. À mon avis, je pense que ça, les militaires
l'ont dit à Trump. Le Pentagone prépare des plans. Et on le dit, le Pentagone dit potentiellement aujourd'hui, Voilà. ça durera des semaines. C'est aussi une forme de mise en garde, Christian Proutot, si on comprend bien ce que vous dites, qui est adressé aux politiques qui vont prendre la décision de cette opération. Pendant ce temps, les Iraniens, eux, ils montrent tous les jours qu'ils ont les moyens d'aller frapper, y compris les bases américaines. On a vu ce qui se passe en Irak et encore plus loin de là, en Arabie Saoudite. Regardez les dégâts qui ont été faits par un tir de drone sur cette base Prince Sultan dont on parle beaucoup. Un AWACS, c'est un avion radar très important pour l'armée américaine qui a été touché cette nuit. Voilà l'image, le résultat de cette frappe. On parle même aujourd'hui potentiellement, dans certaines analyses, d'une opération qui aurait pu se monter peut-être depuis l'Arabie Saoudite avec des soutiens de l'Iran. Ça montre que les États-Unis aujourd'hui, quand ils prennent leur décision sur une opération terrestre ou pas, ils doivent prendre en compte cette menace des drones qui est constante, Manélie Mirkan, et qui peut complètement bouleverser le rapport de force. Effectivement, en fait, on est vraiment sur un plan qui est peu maîtrisable côté coalition qui touche à ces drones qui sont voilà, c'est une guerre aussi économique, c'est-à-dire qu'on est face à des nuisances qui cumulées peuvent vraiment changer la donne. En revanche, je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il n'est pas envisageable d'arrêter cette guerre en l'état. Pourquoi ? Parce que ces drones ne vont pas disparaître et les gardiens de la révolution ne vont pas disparaître et leur ambition à dominer cette région ne va pas disparaître et ils vont continuer, quand bien même il y aurait un cessez-le-feu, ils vont continuer à montrer qu'ils ont la maîtrise de l'économie mondiale dans leurs mains. Donc c'est aussi, je pense que leur force est aussi aujourd'hui leur faiblesse et c'est ça qui va décider finalement les Américains et les pays de la région. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite et les Émirats aujourd'hui demandent aux Américains de ne pas arrêter, de ne pas aller vers des négociations. Donc ce qui est leur force aujourd'hui peut servir aussi comme faiblesse en fait. C'est la faiblesse américaine aussi qui est exposée à travers ces photos. Enfin, vous êtes un ancien militaire, Christian, en tant que membre du GIGN. Vous imaginez la même image en France, un de nos AWACS, parce qu'on possède les mêmes avions. Les Américains en ont 15, il me semble. Enfin, c'est un symbole. 26. Pardonnez-moi ? 26, je pense. 26 ? Je pense. Ouais. Il me semblait qu'il y en avait moins que ça, mais peut-être... Il me semble aussi j'ai avoir pas les entendu chiffres, 15. parce que- Bref, En tout cas, ils en ont un beaucoup. nombre limité. C'est un Ils symbole en ont- considérable. Ah oui, c'est le nombre est limité, oui. Ça coûte 1 milliard. Hein. Oui, oui. 1 milliard ? Ah oui, c'est un truc de fou, parce que c'est dans le type de guerre qui a été faite actuellement avec les drones, c'est important. Il ne faut pas oublier que l'intérêt des drones, c'est de passer sous les radars. Oui. Donc, si vous avez un radar au-dessus, vous pouvez identifier beaucoup plus facilement. Et ils volent en permanence, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, parce que sinon, quand ils sont au sol, il n'y a plus la couverture de ces radars qui peut définir où sont les cibles, par où elles arrivent, ce qui est important, parce que quand on sait d'où elles arrivent, le tir de riposte pour conduire les opérations au sol est important. Mais on est face à une opération qui est une opération qui mène forcément à ce qu'on est en train de voir. Parce qu'on a vendu au président Trump, qui était très content parce qu'il avait fait son coup au Venezuela, il pensait qu'on pouvait le reproduire, qu'on allait faire la même chose sur un pays qui fait 3 fois la France, qui a près d'1 million d'hommes armés, parce que en comptant l'armée, toutes les différentes parties qui sont favorables au régime, puisqu'elles sont payées par le régime, ça fait beaucoup de monde. C'est pas du tout le Venezuela. Hein. On allait forcément en arriver là, vous nous dites, et ça ne s'arrêtera pas là, c'est impossible. La suite alors, est-ce que vous voyez forcément cette opération au sol ? Et à quel moment il va falloir aussi arrêter de l'annoncer et la faire ? Est-ce que là, le moment se rapproche ? On a des indices quand même qui semblent concordants. Si Trump s'est précipité à annoncer que l'objectif et la capitulation, c'était largement exagéré. Je suis sûr que ce n'est pas ça qui a été approuvé. Ce n'est pas ça qui a été recommandé par Israël. Nous sommes dans une guerre qui ressemble beaucoup à la guerre froide. Cette phase de haute intensité va se terminer. Peut-être même que les Iraniens vont crier victoire. Mais l'idée, c'est d'injecter du poison dans le corps de la République islamique de l'Iran. Le mouvement de contestation qui a éclaté les derniers jours de 2025, ça a été fait 6 mois après la guerre de 12 jours. Le lendemain, le 13e jour de la guerre de 12 jours, c'était la fête en Iran.
On nous a dit que à cause des bombardements, maintenant, les Iraniens qui étaient plutôt contre les régimes sont maintenant derrière les régimes parce qu'ils sont devenus patriotiques. On nous a dit que dans la République islamique, on fait référence à Cyrus, à Cérès, etc. Donc à l'époque pré-islamique, qu'on a les mêmes sursauts qu'il y avait en Union soviétique pendant la guerre. On renoue avec les passés avant la révolution communiste, on devient patriotique, on arrête de chanter l'international, on a un hymne patriotique. Donc en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Personne ne pense que par les tonnages de TNT aussi précis, les livraisons soient, on peut changer les régimes. En revanche, on sait pertinemment qu'il y a un régime ruiné, avec un modèle économique qui ne peut pas payer et les pains et les canons, est condamné, et qu'il y a des frappes qui détruisent sa métallurgie, qui détruisent sa capacité de produire des missiles, qui détruit des infrastructures liées au projet nucléaire qui ont coûté des milliards et des milliards et des milliards, au lieu d'acheter du beurre. Hein, c'est ça. Il ne peut pas faire les deux comme les États-Unis. C'est un petit peu comme l'URSS. Soit du pain, soit des T-72 et des MiG-23. Ils ne savent pas faire les deux, contrairement à l'Occident. Et donc, il faut pas... C'est une séquence qui va se terminer comme ça va se terminer, peu importe ce que vont dire les Iraniens avant. Oui. Et puis, quand on voit les dégâts causés par les Iraniens, il faut rappeler que si c'était un match de foot, on serait à 40 000 buts pour les Américains et 4 ou 5 pour les Iraniens. Donc, on peut toujours montrer... Enfin, il y a des buts remontrer les buts iraniens. Le détroit d'Ormuz, il vaut peut-être 4 000 buts pour l'instant pour l'économie mondiale. OK, alors c'est 50 000 contre 4, c'est ça? Donc tout est ouvert, c'est ça? Oui, je ne sais pas si on peut vraiment analyser ça comme ça. Quel est votre avis d'ailleurs, Djilali Benchaban? À mon sens, il y a plusieurs points qu'il faut retenir. Tout d'abord, lorsqu'on parle des préparatifs de l'opération militaire, on n'est pas dans le cadre de ce qui s'est passé en 2003. C'est-à-dire que l'objectif est de contester, de contenir la capacité de nuisance de l'Iran, mais en aucun cas d'envahir et de renverser. Ça, je confirme totalement l'analyse. Oui. La problématique qui se pose néanmoins, c'est quelle est la résilience du régime dans son appareil productif. Parce qu'on voit aujourd'hui, à un mois, qu'ils ont encore une capacité à produire du drone, quelques missiles. Le conflit s'arrêtera parce qu'il a un coût. Il a un coût politique, il a un coût économique. Et que de ce point de vue, personne ne souhaite poursuivre, y compris les alliés régionaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que leur économie est en jeu. Et même s'il peut y avoir cette tentation de voir affaiblir définitivement l'Iran, il y a pour eux un coût qui, à un moment ou à un autre, devient insoutenable. Du côté États-Unis, il y a peut-être ce pari du temps long de se dire que l'affaiblissement général provoquera, après une issue, qu'on ne sait pas, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir, est-ce que ça va être une fragilité politique, est-ce que ça va être un moment, une réactivation du phénomène de contestation de la population, mais il y aura de toute façon des effets, que ce soit au niveau de l'Iran et au niveau de la région. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le paradigme sécuritaire, c'est-à-dire celui qui consiste à dire que les États du Golfe étaient protégés par les États-Unis, a volé en éclats. Donc, de toute façon, il va y avoir des recompositions profondes et une redéfinition du cadre régional. Ça, c'est une certitude. Oui, pour l'instant, la préoccupation immédiate, c'est ce détroit d'Ormuz sur lequel les gardiens de la Révolution gardent la main. Et c'est dans ce contexte, malgré tout, que l'intervention limitée militaire américaine, elle garde son sens aujourd'hui. Parce que l'économie, combien de temps elle peut absorber ce choc-là? On dit quelques semaines, peut-être 2. Et c'est d'ailleurs le sens des déclarations de Marco Rubio. Tout sera fini dans 2 semaines, mais pas forcément beaucoup plus. Votre regard sur tout ça, Manélie? Oui, alors, moi, j'aimerais revenir sur une chose. L'intervention au sol, c'est vrai que nos regards sont rivés sur le détroit d'Ormuz, c'est le temps court sur ce détroit qui pèse effectivement sur l'économie mondiale. En revanche, il ne faut pas oublier que l'objectif premier des Américains et des Israéliens et du monde entier vis-à-vis de l'Iran, c'était le dossier nucléaire. Et que récupérer ces stocks ne peuvent se faire que par 2 voies. Soit une intervention commandée au sol, soit un renversement de régime. Le renversement de régime, on est tous d'accord pour dire que sur le court terme, ce n'est pas les bombardements qui vont l'apporter. En revanche, c'est l'objectif long terme de par l'affaiblissement du régime. Et d'ailleurs, les Iraniens, la population iranienne n'a jamais demandé un renversement du type Irak par les bombardements. Je pense ils sont beaucoup plus matures que ça. En revanche, ce qui a été demandé, c'est de l'aide
pour faire face à un régime qui est complètement militarisé et dans la répression forte. Donc, ce dossier, je pense que l'intervention au sol, il faut le voir de manière hybride. Je pense que nos regards sont effectivement rivés sur le détroit d'Ormuz, mais en revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a ce dossier de récupérer ces 400 kilos d'uranium qui est toujours sur la table. Alors, militairement, je n'ai pas les compétences pour dire comment ce serait possible. Je pense que ça mérite de l'analyse très approfondie. Et puis, autre chose, il faut aussi revenir sur ces 1 million de forces armées qu'ils ont. Aujourd'hui, on a vu un mouvement, on a vu un mouvement massif des Hashd al-Sha'bi, des Irakiens, qui viennent prêter main forte aux gardiens de la Révolution. Ils se sont installés, ce matin, on a eu des images, ils se sont installés dans le sud de l'Iran, à Abadan, ce qui montre une chose, ce qui montre qu'en fait, l'Iran, effectivement, se prépare à cette intervention, et c'est bien qu'il ne peut pas faire face non plus seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté... Alors, évidemment, 3500, c'est rien, 3500 soldats. En revanche, n'oublions pas que l'espace aérien appartient aux Américains, aux Israéliens. Je n'ai pas les compétences, effectivement, pour porter un regard militaire. Vous êtes tout à fait dans ce qui a focalisé Trump, c'est-à-dire on rase tous les objectifs, dont je pense une grosse partie était des leurs. Sinon, les missiles ne partiraient pas. Il y a eu beaucoup de leurs qui ont été tirés. Ça a fait des belles images. On était tous contents en disant, regardez, tout a été pété, les radars. Sauf qu'ils tirent toujours, l'Iran qui revendique d'ailleurs ce dimanche des attaques contre deux des fonderies d'aluminium les plus importantes au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Donc non seulement ils ont encore ces missiles, et en plus ils visent exactement ce qu'ils veulent viser. La preuve, c'est qu'il fallait... En réponse aux frappes... Mais c'est en réponse à la destruction de 70% de leur capacité de production. C'est le radome qui a été touché sur la WACS. Ils n'ont pas touché l'avant de l'avion. C'est toute l'électronique. Donc, ce que je veux dire, bien sûr, on pourrait penser que, parce que je dis que les Américains vont pas débarquer, si on veut tuer des hommes, si on veut amener les États-Unis à se retrouver dans la même situation qu'ils ont été au Vietnam, eh bien, il faut continuer à pousser. Sinon... militairement, c'est pas possible. Or, l'opportunité, ce qu'on appelle dans notre jargon la fenêtre de tir, c'était quand il y avait les mouvements sur place. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Les manifestations ? Rien. Et les 20% qui sont favorables au régime, mais 20% sur une population de 90 millions, vous imaginez ce que ça représente ? C'est eux qui ont les armes. Donc, il fallait pas faire comme on veut faire, avoir un résultat rapide, vous allez voir ce que vous allez voir, avec des noms ronflants, Eagle, machin. Tout le monde est d'accord pour dire que cette guerre n'est pas gagnable. Au mieux, on arrive sur une cessation des hostilités plus ou moins temporaires. Ça dépend des objectifs, et on a un billet... Oui, mais vous les connaissez, pardonnez-moi de vous écouter. Non. Si vous connaissez les objectifs de Trump, moi je change de métier. Non, mais très bien. Non, mais je dis juste que c'est difficile de dire qui gagne et qui perd si on ne connaît pas les objectifs. Je n'ai pas dit que je connais les objectifs. Je dis juste qu'il faut... On a su du côté américain que c'était l'anéantissement total, c'est Pete Hegseth qui l'a dit, de l'ennemi. Oui, mais... Bon, moi j'écoute le président des États-Unis. Allez-y, Gil, allez-y. Si on l'écoute, ça ne nous avance pas trop, parce qu'il dit une chose... Dans ce cas-là, on n'a pas les objectifs. Attendez, monsieur. laissez parler, Gil. Il faut raisonner en termes de guerre froide. Est-ce qu'assassiner Allende a fait chuter l'Union soviétique en 91 ? Est-ce que la baie des cochons l'a fait ? Est-ce que la guerre du Vietnam ? Je ne sais pas. Finalement, les décisions qui étaient prises aux États-Unis en 47-48 ont terminé 42 ans plus tard. Pression économique, sanctions, guerre partout, qui étaient considérées dans la plupart comme des échecs, ont fini par la victoire finale parce qu'ils ont injecté petit à petit de poison dans les systèmes soviétiques. Mais vous parlez de décennies. Des gens c'est presque grotesque, mais un empire qui ne peut pas fournir des papiers de toilette à ses habitants ne peut pas tenir 40-50 ans. Ouais. Même si ils font des défilés sur la place rouge, etc. C'est la même chose en Iran. Le mouvement de contestation de décembre n'a pas commencé pour le droit de discuter publiquement de Descartes. Oui. C'était parce que la monnaie ne valait plus rien. Oui. Voilà. On a compris, vous dites qu'il y aura un effondrement plus lent ou plus rapide. Est-ce que si dans 15 jours, les Américains arrêtent et on fait un défilé en Téhéran, est-ce que le Touman pourrait acheter plus de pain, de beurre et de tapis ? La réponse est non.
Et c'est la seule chose qui compte. Oui, mais là, il y a aussi un danger, si je peux me permettre, c'est de laisser un failed state en place. Et ce serait là où on était un État en faillite. Oui. Et ce serait là où on était en 91 en Irak. Et donc, ça nous a amené à une décennie de chaos dans la région qui a fait monter d'ailleurs tous les problèmes qui nous ont amenés en 2003. Donc, il ne faut pas non plus... Je suis d'accord avec vous que le problème économique, c'est ça le nerf de la guerre contre l'Iran. En revanche, laisser en l'état, faire un cessez-le-feu, et dans la destruction des industries de base qui commencent maintenant à être ce qu'on voit aujourd'hui, ça c'est aussi un scénario de catastrophe pour la population iranienne qui peut amener à une décennie de problèmes. Oui, Djilali. Après, je tiens à rappeler aussi une chose, c'est que dans ce conflit, finalement, celui qui décidera, en l'occurrence, d'arrêter, le principal acteur, ce sont les États-Unis. Et les considérations stratégiques des États-Unis ne sont pas forcément celles que nous avons tous en tête en termes logiques, qui voudraient effectivement que l'Iran soit stabilisé, qu'il ne représente plus une source d'instabilité pour la région, etc. La question pour Donald Trump, elle est assez évidente, il y a la problématique économique des détroit d'Ormuz. Les Iraniens commencent à activer d'autres voies, et on pense notamment à l'accès mer Rouge. Si demain vous avez les 2 corridors économiques stratégiques qui se retrouvent obstrués, vous avez un choc économique systémique. Et là, c'est un autre sujet qui se met en œuvre. L'autre élément, après je tiens à le rappeler, c'est sur les trajectoires temps long, et vous avez raison d'évoquer la question du temps long, mais il faut se rappeler qu'on a quand même des précédents sur des États, même très puissants, qui ont été en situation de faiblesse. Si je prends le précédent chinois après la répression de Tiananmen, on a évolué vers un régime autoritaro-libéral. C'est-à-dire la dimension autoritaire n'a pas disparu. Le libéralisme s'est imposé comme une source afin de calmer les tensions sociales et économiques. En Iran, il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation et on ne sait pas quelle sera la trajectoire. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une résilience de l'appareil qui a évolué de la dimension théocratique à une dimension militaire affirmée, ce qui fait que même la prédiction sur son effondrement immédiat ou à temps moyen n'est pas forcément acquise. Et on voit aujourd'hui, au regard des moyens déployés, que les Américains savent qu'à moins d'aller sur une opération massive, mais ils vont devoir ensuite assumer l'ensemble des conséquences et sur une durée importante, ce qu'ils ne veulent pas par rapport aux coûts qu'ils ont payés sur le plan humain, militaire, et aujourd'hui, personne ne peut l'assumer. Et Israël lui-même se retrouve aujourd'hui dans un conflit multifront. On a Israël, on a la Palestine qui n'est pas éteinte, la dimension Yémen. Et là, aujourd'hui, à un moment, il y a ce qu'on appelle les limites capacitaires, je parle sous votre contrôle, et qui vont s'imposer avec la réalité. Et je terminerai là-dessus. Vous avez certaines figures d'autorité, comme le général Macky Sall, ancien patron des forces spéciales, qui lui-même a mis en garde sur un déploiement des forces au sol, avec tout le risque que ça pourrait engendrer au regard de la complexité de ce théâtre. Donc à partir de là, on voit qu'il y a un certain nombre aussi de lignes rouges qui sont déjà posées. La décision est-elle prise ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, J.D. Vance, vice-président américain, a déclaré hier que les États-Unis n'avaient pas l'intention de rester. Est-ce que ça signifie ou pas une intervention au sol avant? On sera fixé dans quelques jours. On continue cette discussion dans un instant en parlant du Liban également, du Liban et du comportement d'Israël avec les journalistes. Des journalistes parfois visés, tués, ça a été le cas hier au Liban, parfois tout simplement arrêtés. L'une de ces arrestations a d'ailleurs conduit à un échange qu'on va tous décrypter ensemble et commenter. Mais tout d'abord, on fait un point sur l'actualité à 10h30 avec Marine Mulson.